Bonsoir et bienvenue dans cette placette dédiée à la liberté, le monument de la liberté dédié à toutes celles et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Bienvenue dans cette émission spéciale qui sera consacrée à la célébration de l'indépendance, indépendance acquise, faut-il le rappeler, grâce à un immense sacrifice consenti par le peuple algérien. Il sera question dans cette émission de l'évocation des affres de la colonisation, du sacrifice du peuple algérien, mais aussi du rayonnement de la révolution algérienne au lendemain de l'indépendance. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants, le temps que nos invités s'installent. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans cette émission spéciale qui sera consacrée à une date très importante dans l'histoire de l'Algérie, le 5 juillet, la date de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. L'émission sera consacrée également au sacrifice des Algériennes et des Algériens pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Pour évoquer cette date, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord la Moudjahida Filia Germia. J'ai le plaisir de recevoir également la Moudjahida Saliha Djefel Sessi. J'ai le plaisir de recevoir également le Moudjahid Issa Qasmi. J'ai le plaisir de recevoir l'historien archiviste Fouad Soufi. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Abdelrahman Khalifa, historien, archéologue et anthropologue. Je commence avec vous, Abdelrahman Khalifa. On se retrouve ce soir dans ce lieu de mémoire, un lieu très important qui a connu une évolution dans l'histoire de l'Algérie. Un lieu marqué par cette légende de Sidi Fradj. Oui, cette légende de Sidi Fradj est née du fait que pendant tout le XVIe siècle et jusqu'au XIXe siècle, Alger a été en but à des attaques des pays européens. Et chaque fois, les États européens qui s'attaquaient à Alger échouaient devant Alger, parce qu'il y avait sur le Peñón une batterie de canons, et non seulement sur le Peñón, mais depuis Taman Foust jusqu'à, disons, Sidi Fradj, il y avait des batteries de canons qui défendaient Alger. Et devant ces échecs répétés, il y a eu au moins plus de 40 attaques sur Alger, et donc la France, essentiellement, a envoyé un espion qui est venu à Alger du 24 mai jusqu'au 17 juin, et il a fait le relevé de toutes les forteresses qui étaient autour d'Alger. Et il a conclu dans son rapport que le fait d'attaquer Alger de front était inévitablement un échec. Il faut se souvenir de Charles Quint, la grande, disons, attaque de Charles Quint de 1541, du 24 octobre 1541. Et donc, il a donné son rapport en 1808 en disant qu'il fallait attaquer Alger sur le côté ouest qui était moins défendu. Et il a désigné nommément la plage de Sidi Fradj qui semblait être la plus vulnérable pour attaquer Alger.
Et c'est comme ça qu'une escadre qui est partie de Toulon en juin ou mai, et qui a fait escale aux Baléares à cause d'une tempête, et qui arrive un 14 juin ici à Sidi Fraj, donc 35 000 hommes et plus de 600 bateaux, avec de la cavalerie, au moins 500 chevaux et cavaliers, et le reste donc était des fantassins et beaucoup d'artillerie. Et c'est comme ça qu'ils débarquent à Sidi Fraj, donc Sidi Fraj qui était donc un saint. Un saint, justement. Pourquoi ce saint, on connaît la légende de ce saint qui était là bien avant. Oui, alors on disait que ce saint, qui aurait vécu au XVIe siècle, avait donc des pouvoirs de défense, et on cite dans la légende que un marin espagnol l'avait kidnappé et son bateau n'avait pas bougé. Et alors il se rend compte qu'il n'y a pas de vent, que le bateau ne bouge pas, et il pense que c'est à cause de ce saint. Et il le débarque. Mais le bateau ne bouge pas encore. Et il se rend compte que le saint avait laissé ses babouches. Ouais. Et donc, il descend les babouches du saint, mais la légende dit qu'il se convertit à l'islam et qu'il donc reste avec ce saint. Mais l'image est que sur l'ensemble de la côte algérienne, d'est en ouest, il y avait des saints qui protégeaient comme cela tous les ports d'Algérie. Depuis Sidi Oucha, donc près de Razaouet, jusqu'à à l'est, Sidi Boumarouane, à Annaba. Donc ça veut dire que la côte était, en tout cas spirituellement, protégée. Et donc, du point de vue militaire, les Français débarquent ici, ils arrivent à débarquer avec 35 000 hommes, et semble-t-il, les troupes ottomanes n'étaient pas préparées, même si on sait qu'il y a eu 6 000, pour vous montrer, si vous voulez, l'esprit national de l'époque. Ouais, ouais. Hein, sont venus des Chaouis, de la région des Memcha, sont venus des gens des Harakta, sont venus des gens de l'Orani, sont venus des gens de Kabylie. Vous voyez, donc toutes ces personnes sont venues, comme à l'époque de Charles Quint, sont venues pour défendre Alger. Donc ceux qui vous disent qu'il n'y avait pas d'esprit national se trompent, puisque chaque fois, ils ont répondu présent pour sauver la capitale. Et donc, à ce moment-là, on dit qu'il y a eu une mauvaise préparation de l'armée ottomane à l'époque, ou en tout cas de ceux qui commandaient Ibrahim Ara, et donc les Français ont pu débarquer, arriver sur le plateau de Staoueli, battre les Algériens un 24 juin, et arriver un 4 juillet devant donc ce que l'on a appelé le fort l'Empereur, mais qui était donc la forteresse Sultan Khalasi. Et cette forteresse n'était pas très bien défendue, et elle a été explosée par ceux qui détenaient cette batterie. Et le 5 juillet, les Français entrent à midi dans la Kasbah, donc au palais du Dey. Fouad Soufi, le 5 juillet, c'est le début de la conquête. Ce n'est pas la colonisation, mais la conquête. 1830.
En fait, ce qui va se passer le 5 juillet, bon, tu l'as bien expliqué, c'est la signature de la Convention et l'abdication du Dey. La bataille, c'est la bataille de Staoueli du 14 juin. 24. Le 24 juin. Non, le 14 juin, c'est le débarquement. C'est le débarquement. Il y a un petit détail qu'on oublie, c'est que vers le 15 ou le 16, il s'est mis à pleuvoir à un point tel que les soldats ont pris peur. Ils ont dit, bon, il va nous arriver ce qui est arrivé à Charles Quint. Mais ce qu'on connaît mal, c'est comment se préparer la riposte. Comment et où. Et pourquoi la bataille de Staoueli a été évidemment une défaite qui va ouvrir la voie À l'occupation d'Alger. Ah oui, à Alger, quoi. Et bien sûr, je crois que oui, il faut accepter le fait que le Ibrahim Ara n'a pas été à la hauteur. Le bey de Constantine, lui, par contre, a continué à se battre. Hein. Il a reculé, mais il a continué à se battre. Et on n'a pas fait, bon, en tous les cas, personnellement, n'est pas rentré dans le détail de cette bataille. Hein. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, les troupes vont reculer, l'armée française entre dans Alger, et ils auraient trouvé une ville relativement calme, à tel point que on dit que il y a un tailleur, je crois, il leur a dit, bon, vous êtes rentrés, hein, mais comme les Turcs, vous allez sortir. Arrivera le jour où vous allez sortir. Voilà. Évidemment, il a dit ça. Et ils vont sortir un 5 juillet, donc définitivement. Madame Germia Feria, aujourd'hui, ce lieu est connu pour cette stèle commémorative qu'on appelle donc le monument dédié à la liberté. C'est merveilleux ce qu'on entend et je suis vraiment émue. C'est très très beau. Je vais faire une réflexion qu'on vient de faire tous ensemble. Les trois hommes, c'est nos hommes, c'est trop beau, très beau. Mais en tant que... J'étais jeune pendant la Révolution, j'ai participé à ma manière, puisque mes parents ont participé à l'étranger, dans la Fédération de France. La Révolution algérienne a été faite par les hommes et surtout aussi par les femmes. Madame Salih Hadjfel Sassi, donc aujourd'hui ce lieu symbolise en quelque sorte la réappropriation de notre mémoire, de notre histoire et de notre indépendance également. Oui, tout à fait. J'aimerais d'abord vous remercier d'avoir choisi ce lieu hautement symbolique, cette place, ce monument de la liberté que nous voyons là, et qui se trouve également, comme nos deux historiens l'ont bien situé, à Sidi Fradj. Donc, le peuple algérien, hommes et femmes confondus, s'est réapproprié ce lieu hautement symbolique un 5 juillet 1962, soit 132 ans après l'arrivée qui nous a été très bien relatée par nos amis historiens. Et le fait que l'on fasse une émission le 16 juillet 2026, ici, c'est en plus de rappeler, et c'est très symbolique, que ce monument se trouve précisément à Sidi Fradj, là où le peuple algérien a été spolié de cette liberté, qu'il a mis 132 ans à récupérer, non pas parce qu'il s'est croisé les bras, mais à la suite de toute une série de révoltes populaires. Et le 5 juillet 62, c'est le peuple algérien, c'est le peuple algérois, auquel s'étaient mêlés de très nombreux Algériens venus de toutes les régions d'Algérie,
qui est monté du cœur de la capitale, se réapproprier cette liberté. Et c'est, pour l'histoire, c'est le colonel Mohandoul Hedj, le plus vieux colonel de la LN, qui est venu ici pour la levée des couleurs du drapeau algérien. Ce drapeau algérien que nous voyons flotter aujourd'hui et qui a été, si vous voulez, libéré par l'ensemble du peuple algérien. C'est ce que je voulais soulever et ce qui est important pour moi de me trouver aujourd'hui en tant que Moudjahida, là où l'Algérie a reconquis non seulement un pays, mais tout le reste. Mais à quel prix? Que des Oui. sacrifices. Oui, absolument. En tous les cas, moi, je voudrais exprimer d'abord le bonheur que je ressens aujourd'hui d'être ici avec cette merveilleuse équipe d'historiens. Et je crois que le bonheur d'être ici est amplifié par le fait que je crois que je suis le plus vieux de l'équipe. Et vivre 64 ans après le 5 juillet 62, je crois que il faut le ressentir et le vivre aussi dans ces lieux-là qui représentent effectivement des souvenirs très importants. Lorsque les historiens parlaient du 14 juin 1830, et en parlant de Staoueli, déjà, l'agression coloniale française, cette agression perfide, a commencé déjà à Staoueli, à Sidi Khlef, par un massacre. C'est 10 000 victimes qui ont été massacrées. La conviction que j'ai, et en ce moment précis, est que la guerre, la confrontation entre le peuple algérien et l'agresseur français n'a pas duré 7 ans et demi seulement. Elle a duré 132 ans sans interruption. La résistance a duré 132 ans. L'Algérien, le peuple algérien, les Algériens n'ont jamais baissé la garde, n'ont jamais baissé les chines, surtout si le colonialisme, je termine en disant, si le colonialisme a réussi à occuper le pays, la terre, s'il a réussi à asservir la population, les populations, il n'a jamais réussi à saisir l'esprit des gens, l'âme des gens, les convictions et les croyances des Algériens. Ils les ont gardées intactes pendant 132 ans. Il faut être souffillé. Il y a une petite histoire de sa date du 5 juillet, dont la grande histoire de la colonisation, en fait, non? Il y a l'histoire du 5 juillet. Bon, elle commence par effectivement l'entrée dans Alger, la signature. Et puis, petit à petit, hein, elle va s'effacer des esprits. Et dans le cadre du mouvement national, le 5 juillet, hein, donc pratiquement après les fêtes du centenaire, qui n'ont pas eu lieu le 5 juillet, mais avant, c'est devenu une journée de deuil. C'est devenu une journée de deuil. Et le mouvement national, dans les partis politiques et principalement le PPA, MTLD, ils inscrivent bien dans leur presse le 5 juillet, journée de deuil. Alors, et ça va durer comme ça quand on lit le Moujahid. Quand on lit le Moujahid, chaque 5 juillet, chaque numéro qui tombe autour du 5 juillet rappelle hein, ce qui s'est passé ce 5 juillet. Et il faut attendre 1961, c'est-à-dire 6 mois après les manifestations de décembre 60, pour que le gouvernement provisoire, qui a... Alors oui, ce que je rappelle, c'est qu'il ne suffisait pas de dire c'est une journée de deuil. Hein. Si on pouvait faire grève, il fallait faire grève. Et ce 5 juillet 1961, c'est là que le GPRA
annonce une grève générale contre la partition de l'Algérie. C'est-à-dire le projet, d'accord, on va vers l'indépendance, mais on va découper l'Algérie en tant de régions. Bon, si la loi cadre de 1958, qui n'a jamais été appliquée, elle n'a jamais été non plus abrogée, prévoyait 6 régions autonomes, sans aucun lien entre elles. 6 régions autonomes. C'était le début de l'idée d'une régionalisation, non seulement en Algérie, mais même en France. Et là, on peut aller encore très loin. On peut aller très loin. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, ce type d'idée a été appliqué. Et la Nouvelle-Calédonie a été divisée en 3. Nouméa pour les Français, le nord où il n'y a rien pour les Kanaks, et puis les îles. Alors, c'était ça l'esprit. Donc, Mais la les grande Algériens grève- avaient répondu à l'appel du GPRA à Et l'époque. voilà. Et ce qui va faire capoter chez nous, c'est que, justement, lorsque le GPRA appelle à faire la grève, et la grève va être suivie par la population. Alors, à une petite différence près, c'est que ce soit dans les 2 grandes villes, Alger ou Oran, ça ne va pas avoir le grand impact, contrairement à toutes les autres villes. Mais c'est encore plus grave, justement. C'est plus simplement, ça se passe plus, pas seulement à Alger ou à Oran, ça se passe dans toutes les grandes cités du pays. Et ça, c'est ce qui explique, mais ça c'est mon hypothèse, que la date du 5 juillet 62 a été choisie pour célébrer l'indépendance. Donc, on ne pouvait pas choisir le 3 juillet, parce que sinon c'est De Gaulle qui nous a donné l'indépendance. Donc, on a affaire à des militants. Il a beau être ministre, ce sont des militants. Donc, ça ne peut pas être le 3 juillet. On a le 4 juillet, il y a un historien américain, il a dit non, ça ne pouvait pas être le 4 juillet parce que c'est l'indépendance, c'est le jour de l'Independence Day des États-Unis. En fait, c'est tout simplement pour commencer à reprendre en main l'administration du pays. On a dit ça va être le 5 juillet. C'est là que Youssef Ben Khedda, il leur a dit bon, maintenant, c'est bien, la fête, c'est bien, mais il faut reprendre le travail. Voilà Abdelrahman veut rajouter quelque chose parce qu'il a travaillé sur la symbolique du 5 juillet. Oui, moi je voudrais donc continuer sur ce qu'a dit Aïssa. Khasmi. Oui. C'est que la colonisation n'a pas touché simplement les esprits ou les personnes, c'est qu'elle a impacté aussi les monuments historiques. Ainsi, le palais du Dey, qui était le siège du gouvernement, a été coupé en 2 par une rue. C'était une symbolique pour partager le centre du pouvoir. Et c'est là où on a trouvé le fameux trésor d'Alger, qui a été donc décrit par Pierre Perrin, etc., où derrière le diwan, vous aviez 3 grandes salles qui étaient pleines d'or, pleines de bijoux, de pièces de monnaie, etc. Et vous avez la même symbolique, la villa du Sendé a été entourée comme prisonnière par une architecture européenne. C'est-à-dire que non seulement les personnes, le pays, mais même vos monuments sont cernés ou bien détruits. C'est ainsi que les mosquées ont été, donc il y a eu des mosquées qui ont été détériorées, alors que dans l'article 5 de la déclaration de Bourmont, il disait qu'il respectait la religion des citoyens. Eh bien, les mosquées ont été profanées, il y a eu des mosquées qui ont servi d'écuries, il y a eu donc des maisons qui ont été détruites, et on a
des témoignages d'officiers français qui disent que les soldats enlevaient des plafonds peints, décorés, et qu'ils s'en servaient pour faire du bois de chauffage. Donc cela veut dire que ça allait au-delà d'une simple conquête, mais il fallait toucher les esprits, toucher les monuments, toucher la personnalité même de l'Algérien. Et cela se traduit essentiellement dans le fait que la femme a protégé cette personnalité par le voile. Le voile était quelque chose de résistant, vous voyez. Donc ça allait très loin dans disons, dans cette résistance. Un mot sur la symbolique du 5 juillet, de la date. Alors bien sûr, le 5 juillet, il fallait effacer ce qui avait été pour les Algériens un désastre, une nakba, vous voyez. Et donc, il fallait non pas garder la date du 3 juillet du vote, mais il fallait effacer à jamais, et on a transformé la chose. Disons, cette date fatidique, on l'a transformée en une date de joie, de libération. Et comme le disait Madame, le 5 juillet, on a remonté le drapeau de l'Algérie. Madame Germia Feria, donc, en tant que moudjahida, est-ce que vous avez vécu ce moment comme un soulagement? Certainement, je ne l'ai pas vécu ici, puisque mes parents étaient émigrés en France, installés en France. On a fait notre révolution en France, au pays de l'ennemi, au cœur de la France. Donc, nous avons milité là-bas, mais le 5 juillet, c'était la fête, qu'on le veuille ou pas. On s'est organisé, nous étions sur Lyon, je parle de ce que j'ai vécu. Ma sœur ici présente aussi, elle a vécu une partie là-bas, une partie ici, de la guerre du moins. Elle a vécu le 5 juillet ici. Donc, ils avaient loué un café qui appartenait à un Algérien, à la rue Le Royer, à Lyon. Et les femmes avaient fait des gâteaux, et c'était la joie, et c'était très très gentil, tout le monde était content. On a mieux fêté le deuxième 5 juillet. Là, c'était officiel. Là, c'était à la salle de la Bourse. On avait loué la Bourse. À Lyon, la salle de la Bourse, et c'était grandiose. Il y a eu des artistes, il y a eu pas mal d'invités, etc. Sadi Hadj Felsassi n'a pas vraiment fêté parce qu'elle s'occupait déjà des réfugiés. Donc c'était un problème important. Vous avez accompagné les réfugiés, etc. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur quelque chose de très important qu'a signalé notre ami anthropologue, historien, et il a fait ressortir beaucoup de choses qui m'interpellent. Évidemment, la colonisation de l'Algérie n'a pratiquement elle n'a pas eu sa pareille, parce que ça a été une colonie de peuplement. Et c'est tout à fait normal qu'une nation ayant cherché à effacer la population d'une autre nation s'attaque aux esprits, aux âmes, aux édifices. Et c'était bien agencé, bien établi, et c'est pour cela que Foued disait que ce 5 juillet avait été pendant très longtemps, pratiquement jusqu'en 1961, une journée de deuil. Et cette symbolique du 5 juillet 62 a cassé ce qui était devenu pratiquement une habitude pour le colon et les colonisateurs français. Le 5 juillet
le 5 juillet 62 est devenu un jour de deuil pour les Français, contrairement à la population algérienne qui, elle, l'a fêté comme un jour de libération. Pourquoi ce 5 juillet? Alors qu'en fait, comme nous le disions, le référendum a eu lieu le 1er juillet ici en Algérie avec 99, pratiquement 99% de oui. Ce référendum avait même eu lieu en France en avril ou en mai, avec 90% des Français qui étaient pour l'autodétermination, l'indépendance de l'Algérie. Mais on a choisi le 5 juillet, à mon sens, on a choisi le 5 juillet. De Gaulle avait dit le 3 juillet. Le 3 juillet, il a reconnu l'indépendance de l'Algérie. Nous avons reconnu le 5 juillet pour effacer définitivement la date du 5 juillet 1830. Je reviens à votre question. Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, ni pour les gens des villes ici qui ont connu l'horreur de l'OAS pendant combien de mois, ni pour les personnes qui avaient été déplacées. Il y a eu plus de 2500 camps de regroupement ici en Algérie qui étaient en fait de véritables camps de concentration. Et il fallait donc que ces populations, aussi bien sur le sol national qu'aux frontières, rentrent dans leur pays. Et elles sont rentrées uniquement on a commencé parce qu'il fallait d'abord les vacciner, il fallait toute une logistique pour ramener ces gens dans leur douar, dans leur ville. Eh bien, le 5 juillet, lorsque les gens sont entrés chez eux, il n'y avait plus de douar. La plupart des douars avaient été bombardés, incendiés par l'armée française. Et les villes, pour ne citer qu'Alger, la Bibliothèque nationale a été incendiée. Le port d'Alger a été pratiquement détruit par l'OAS et surtout les dockers qui n'avaient plus que ça pour vivre et faire vivre leur famille ont été massacrés. Et tout ce qui s'est dit sur les tortures, mon frère Issa l'a bien dit, ce sera suffisant. Donc, le 5 juillet, pour nous, c'était une fête. Et les gens qui ont vécu le 5 juillet, même les gens d'une autre génération que la nôtre, et vous l'avez vécu, peut-être pas aussi intensément que nous, mais je peux dire, sans me tromper, que tous ceux qui ont vécu le 5 juillet n'ont jamais rien vu de semblable jusqu'à aujourd'hui. اللي ما شافش واللي ما عاشش 5 جويلية ما عاش والو. J'aimerais bien voir la confirmation de M. Issa Qasmi. J'apprends beaucoup de choses à travers les interventions de nos amis. Moi, si je devais dire franchement pour le 5 juillet spécialement, je dirais que le 5 juillet, c'est la première fois de ma vie que j'ai dansé, et que j'ai dansé à la folie, que j'ai appris à danser, comme beaucoup d'Algériens d'ailleurs. Je voudrais préciser, si vous permettez, 3 choses. La première chose, c'est Abderrahmane a très bien fait de parler du trésor, qui a fait l'objet d'un hold-up historique. C'est le hold-up du siècle, je pense. Et Pierre Péan a parlé, a donné les sommes. Non seulement les sommes du trésor, du deuil, la somme publique, si on veut dire, mais toutes les sommes et les objets précieux qui ont été volés, volés dans les maisons de la Kasbah par les soldats, les officiers. Et je crois que Abderrahmane peut confirmer la somme qui a été prise
la somme officielle, sans parler des sommes qui ont été volées, avaient couvert l'ensemble des frais de l'agression française du 14 juin 1830. Premier point. Deuxième point, je crois que le 5 juillet 62 nous interpelle et nous rappelle deux choses très importantes, à mon sens. La première chose est que le peuple algérien sort, ou plutôt échappe carrément, et par miracle, à une extermination programmée, assumée, entreprise par l'envahisseur français, par des militaires, par des soldats, je dirais même par des mercenaires sans foi ni loi, et qui ont... Donc ce peuple est sorti de cette extermination programmée, et en 62, nous avons vu au cours des manifestations, moi l'image que je retiens, et c'est l'image d'une vaste prison, où les gens étaient opprimés, qui ont souffert pendant 132 ans, ces 5 générations qui se sont succédées pendant cette période. C'est comme si une vaste prison s'ouvrait soudainement devant des hommes, des femmes, des orphelins, des réfugiés, des gens qui sortaient de prison, des veuves, par milliers. Et ils se jetaient dans la rue en voyant le drapeau. Et je vous assure que les youyous des femmes, les femmes ce jour-là, ils ont jeté leur voile. Parce que c'est Abdrahman, justement, a parlé du voile. Si on relisait Frantz Fanon, il avait parlé du voile, et il a même cité un officier français qui avait dit qu'il avait dit 2 choses. C'était un commandant, Frantz Fanon avait cité son nom, en disant que l'arme la plus redoutable qu'on avait en face de nous, c'était le silence de la femme torturée. Une. Deuxièmement, il avait dit qu'on avait fait une circulaire élaborée par des psychologues, qui disait que si vous voulez vous saisir de l'Algérien, de l'Algérie, vous saisir de l'Algérie, maîtriser l'Algérie, mater les Algériens, il faut d'abord, en premier lieu, enlever le voile de la femme. Parce que si vous enlevez le voile de la femme, c'est comme si vous enlevez la carapace de l'Algérien à travers ce voile. Je termine en disant que les Algériens d'aujourd'hui doivent savoir, doivent graver dans le mémoire une chose qui est très importante à mon sens, et que en 1848, dès 1848, dans quelques années après l'agression du mois de juin, le territoire algérien a été divisé en 3 départements, Est, Ouest et Centre, et ensuite il a été rattaché par la force, rattaché au territoire, intégralement au territoire français, comme étant partie intégrale du territoire français de la métropole. Alors que le territoire algérien faisait, ou plutôt la France, le territoire français, faisait un peu 5 fois plus petit que le territoire algérien. Et le 5 juillet 62, c'est cette souveraineté
cette souveraineté qui avait été annoncée, qui avait été inscrite dans la déclaration du 1er novembre en disant « Nous combattons pour récupérer notre territoire, tout notre territoire, et récupérer l'unité de notre peuple. » Et le 5 juillet 62, nous avons, le peuple algérien a échappé à l'extermination, il a récupéré. Donc c'est pas peu, c'est pas peu. Et si tu permets, je vais terminer en disant, pour les Algériens qui nous écoutent, aujourd'hui, les jeunes, les moins jeunes, pour leur dire que pendant 132 ans, massacre après massacre, à la fin, en fin de compte, c'est 116 morts par jour sur 48 000 jours pendant 132 ans. C'est 116 morts par jour. Une. Pendant la dernière bataille, moi je l'appelle la dernière bataille de la confrontation, c'est 54-62. J'ai les chiffres, je ne vais même pas les lire, c'est 553 morts par jour. Il faudrait que ceux que tu retiennes, qu'on prenne un stylo et qu'on prenne note. 553 morts par jour. Matin, 24 heures, c'est 553 jours. Pendant toute la durée de la Révolution. 16 600 quelque chose morts par mois. 16 000. Et 200 000 par an. Peut-on soutenir, je pose la question à nos historiens, peut-on soutenir une comparaison avec d'autres révolutions dans le monde? Je m'arrête là. Vous me tendez la perche, justement, Fouad Soufi. Un de vos amis disait qu'en 1962, justement, l'un des sigles les plus connus à l'époque, en 1962, c'était FLN, le Front de Libération Nationale. C'était l'un des sigles les plus connus après celui de l'ONU, évidemment. Oui, oui, oui. Mais j'aime pas trop creuser dans cette direction, parce que ce qui va faire mal à De Gaulle, c'est qu'on lui a pris son FLN, le comité du Front de Libération Nationale de la France. On va lui enlever le GPRF, hein, gouvernement provisoire de la République française. C'est-à-dire qu'on va lui donner, si j'ose m'exprimer ainsi, des leçons de sa propre histoire. Tu ne peux pas nous combattre, on est en train de faire ce que tu as fait toi pour ton pays, nous on le fait pour le nôtre. Bon. Donc, personnellement, là aussi, c'est des terrains qui nous éloignent un petit peu, en tout cas moi, ça m'éloigne un petit peu de des problèmes d'histoire qui sont posés. Alors tout à l'heure, Abdelrahman avait parlé justement comment qu'on a masqué les monuments. Mais la première question qui a été posée au Khaznaji, donc le 5 ou le 6 ou le 7 juillet, où sont les archives? Et le Khaznaji répond, nous, on n'a pas d'archives. Ah bon, vous n'avez pas d'archives? Ben donc c'est vrai, c'est pas un État ça. Un État qui n'a pas d'archives, c'est pas un État. Mais au fil des jours, ils vont se rendre compte que non, que le problème de l'Empire ottoman, d'une manière générale, et chez nous, c'est ce que j'appelle un État notaire. Il note systématiquement tout. Et ça va être détruit. Parce que pourquoi ça va être détruit? Pour nous faire effectivement, hein, comme pour les monuments, nous faire oublier l'histoire. Et ensuite, ils vont raconter une histoire à leur manière que, malheureusement, beaucoup d'historiens reprennent. Bien. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'aime bien insister, le 5 juillet 1830, c'est la prise d'Alger, pas de l'Algérie. Ou sinon, on ne comprend rien à l'émir Al-Qadr. On ne peut pas en parler, donc, puisque
l'Algérie a été prise, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Alors on le met dans les révoltes populaires. Mais les Mercades, ce n'était pas une révolte populaire, c'était la construction d'un État. Donc ce n'était pas une résistance, c'était au-delà de la résistance. Et donc quand va commencer la véritable colonisation, c'est en 1848, c'est-à-dire les Mercades arrêtent le combat en décembre 47, et à partir de décembre 48, un an après, hein, l'Algérie va être découpée en 3 départements, qui sont les anciens beyliks. Hein. Et là commence évidemment, les massacres n'ont jamais cessé. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Seyed Qasmi. À commencer par, comment s'appelle la tribu des Aoufia. Aoufia, les Hadjout. Mais ça, c'est parce que c'est juste là encore. Hein. Mais après, il ne faut pas oublier, il faut toujours se souvenir qu'ils ont mis 7 ans pour prendre Constantine, 15 ans pour occuper Ténès. Le 5 juillet, encore une fois, ils ne pouvaient pas sortir d'Alger. Le 6 juillet, ils ne pouvaient pas sortir d'Alger. C'est ce qui explique tous les massacres. Ce qui va se passer à Blida, c'est que la réponse, alors on va nous sortir l'histoire de la pauvre cantinière. Oh, la cantinière, elle n'est pas partie en touriste à Blida. Hein. Elle faisait partie du détachement qui est allé s'attaquer à Blida. Donc, il faut bien comprendre, à mon avis, c'est complètement un avis personnel. Je l'écris, mais le 5 juillet, c'est Alger. Et le 5 juillet, 1962, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des Algériens sont morts le 5 juillet 62 à Oran. Pas que, oui, même des Européens. Qu'il y a un problème d'histoire ici aussi. Que bon, quand je me suis amusé à regarder sur Wikipédia, on n'existe pas. Hein, le 5 juillet 62, on n'existe pas. Il n'y a que des pauvres Européens qui sont morts. Et ils ont voulu en faire une journée, comment qu'ils appellent ça, un crime contre l'humanité. Ah bon, vous pendant 132 ans, comme vous l'avez si bien dit, vous avez commis crime sur crime. Hein, et là, un jour, il y a eu un problème à Oran, c'est vrai. On a tiré sur les gens. Et les gens, ils ont dit, bon, ben, comment tout le monde fait la fête, sauf nous. Et ça, et ce qu'on ne dit pas aussi, là, je peux le dire, c'est que, en fait, les éléments de la sécurité militaire de l'ALN étaient rentrés dans Oran pour combattre l'OAS, parce que les fidèles d'Oran, ils n'arrivaient plus. Ils ne pouvaient plus, la précision. Vous savez, c'était les histoires des clochers. Ils tiraient à partir des immeubles sur les pauvres femmes qui, évidemment, elles étaient voilées. Alors, elles étaient repérables, on leur tirait dessus et ils trouvaient ça normal. Hein, oui, pourquoi pas, c'était là. Hein. Ils tiraient sur les gardes mobiles. Ils trouvaient ça normal. Et en 62, le 5 juillet, ce sont les gardes mobiles qui vont protéger les Européens qui leur tiraient dessus la veille encore, hein, ou presque. Et pour terminer, ce que je dis donc, ce 5 juillet 61, il est porté disparu, c'est une journée qui a disparu de notre histoire, mais le 5 juillet 62, il y a eu ce qui s'est passé à Oran et dont c'est pas les éléments ni de l'ALN ni du FLN. Le journaliste de Paris Match m'a dit, je l'avais croisé à Paris, il me dit oui, mais nous étions dans l'hôtel et il y avait un soldat de l'ALN qui nous visait avec la mitrailleuse. Il a tiré? Non, il n'a pas tiré, mais il était là et J'ai dit oui, il était là pour vous interdire de sortir de l'hôtel parce que il y a des assassinats. Oui, voilà ce que j'ai sauté, c'est qu'un élément de la sécurité militaire, donc 2 ou 3 éléments, ils nous ont dit c'est nous qui protégeons les Français. Et quand on voyait un Français en danger de mort, on tirait sur l'Algérien qui le menaçait. C'est-à-dire qu'on nous a renversé notre histoire, encore une fois, et comme toujours. Abdelrahman Khalifa, vous voulez rebondir ce que Oui, disait. moi je voudrais revenir sur les conséquences du 5 juillet 1830. En ce qui concerne les monuments historiques, beaucoup nous reprochent de ne pas avoir d'histoire. Ceux qui ne savent pas, c'est que depuis 1830, pendant toute la colonisation, on a effacé
tout ce qui faisait la personnalité de l'Algérie. Je donne quelques exemples. Tlemcen, en face de la grande mosquée almoravide de 1136, il y avait la Tachfiniya, la Médersa Tachfiniya, qui avait les plus beaux zellij de l'Afrique du Nord. Et cette Madrasa Tachfiniya a été rasée. Il reste quelques dessins faits par l'architecte du toit. La deuxième chose, c'est que toute la région de Bab el-Oued, il y avait un cimetière avec des épitaphes écrites de l'époque ottomane et de l'époque médiévale. Eh bien, ces stèles ont été cassées et des gens comme de vous ont regretté que ces pièces d'histoire aient disparu. La troisième chose est que quand on a fait l'ancien boulevard de Paris à Tlemcen, on a cassé tout le cimetière des rois zéyanides. Et là, on a un témoignage de l'abbé Bargès qui dit que les pelles ou les pioches déterraient des crânes et cassaient des stèles, et ces crânes semblaient nous dire, la bouche ouverte, c'est vous les barbares, parce que même morts, vous ne nous laissez pas tranquilles. Et on a le témoignage d'un Français qui voit arriver dans le port de Marseille un bateau qui s'appelait la Joséphine et qui dit « Ce bateau a déchargé des ossements qui venaient de Bab el-Oued, du cimetière de Bab el-Oued, où il y avait encore des morceaux de chair. » Et vous savez que ce qui reste un peu de ce cimetière, c'est là où il y a Sidi Abdrahman, où un des 22, Mohamed Mishati, a été donc enterré. Et donc ce médecin dit, il y avait encore des morceaux de chair, et avec ces ossements, ils faisaient ce que l'on appelle le noir animal, pour blanchir le sucre. Et vous savez qu'il y a un livre qui a été fait, Le pain des Français, qui montre que c'est avec l'engrais des ossements que l'on faisait le blé des Français. Donc ce n'est pas nous qui mangeons leur... D'ailleurs, l'émir Abdelkader avait interdit la consommation du sucre pendant cette période-là. Exactement. Et la dernière chose que j'ai vue moi-même, quand on a restauré le palais du Dey, il y avait dans les appartements du Dey, puisque les généraux français ont occupé donc, le lieu, il y avait donc du béton sur les faïences d'époque. Et il y avait des piliers, c'est-à-dire de la maçonnerie, qui entouraient les colonnes. C'est-à-dire qu'on était prisonniers et on était défigurés, même, disons, du point de vue de l'architecture. Je ne parle pas des hommes, Rassier a fait cette comptabilité, et c'est vrai qu'il faut compter depuis 1830, parce que ceux qui sont morts en 1830 se sont battus aussi pour l'indépendance de notre pays. Parce que ça a été un combat de 132 ans. Et peut-être que c'est un exemple. L'Algérie est un exemple. Quand on dit, bon, la Palestine, c'est depuis 1948, etc. Donc, il faut compter, il faut voir quelle a été cette résistance de l'homme, de l'Algérien, pendant toute cette colonisation.
il a été brimé dans sa foi, dans sa personnalité, dans ses études, dans ses impôts, dans ses terres, dans sa maison, etc. Vous voyez. Et dans sa dignité. Madame Germia Feria, donc l'Algérie, malgré toutes les exactions, il n'a jamais renoncé à la résistance contre... Absolument. Dans tout cela, les Algériens n'ont pu partir à l'étranger qu'après 1912. Ils ont émigré. Pourquoi? Parce qu'après la Première Guerre mondiale, les Français avaient besoin de rebâtir la France. Ils nous ont encore pris comme esclaves, quelque part, sous-payés, maltraités. Et les hommes partaient seuls au départ. Ce n'est qu'après qu'ils ont pu partir et s'installer en famille et vivre plus décemment. Donc c'est toute cette accumulation de monstruosité de la part du Français, aussi bien pour ceux qui vivaient la grande misère de nos grands-parents et tout ça en Algérie, que ceux qui ont émigré avec leurs enfants là-bas. Les parents ont continué à former leurs enfants, à rappeler ce qui se passait dans le pays. Donc l'Algérien, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne, il a ce mal que la France a fait à l'Algérie. À l'école, je me rappelle gamine, quand une de mes professeurs faisait son cours et elle disait la logique est française. J'étais outrée, ça me faisait mal. Parce que pour moi, la logique n'était pas plus française qu'algérienne. J'étais algérienne avant tout. Mais tout ça, c'était la révolte en soi. Tout ça a fait qu'on arrive à toutes ces révoltes depuis tout le temps et la transmission de nos parents. Donc, c'est le résultat de... Pardon, et plus que cela, pourquoi l'Algérien va en Cochinchine? Pourquoi l'Algérien va en Crimée? Pourquoi l'Algérien va au Mexique? Il a été donc emmené de force. Oui. Pourquoi il meurt au Mexique? Pourquoi il meurt en Indochine? Oui. Vous comprenez? Donc c'est véritablement... Et pourquoi il va en Nouvelle-Calédonie ou à Cayenne? Absolument. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a essayé de l'éparpiller et de l'exploiter à fond, comme chair à canon. Vous voyez? Madame Salih Hadjfel... Je dirais plus loin. Oui, allez-y. Moi, je dirais qu'on a essayé de l'effacer complètement. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont peut-être pas eu assez de temps pour le faire, mais ils ont toujours rencontré une résistance en face. Moi, j'aimerais pas passer à autre chose, mais rappeler simplement qu'aujourd'hui, nous fêtons la victoire de 62. Ce 5 juillet, c'est un symbole pour le peuple algérien, mais c'est également un symbole pour la jeunesse algérienne, parce que ce 5 juillet, ce n'est pas seulement la fête de l'indépendance, c'est la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Pourquoi? Pourquoi la jeunesse? Parce qu'effectivement, on dit tout le peuple algérien a participé à la révolution. Mais il y avait beaucoup de jeunes parce que c'est l'élément vivant. Et les femmes, puisqu'on a parlé des femmes, elles étaient jeunes. Que ce soit les militantes des villes ou les femmes rurales, qui ont payé le plus lourd tribut à cette révolution. Cette paysanne qui a privé ses enfants, ses propres enfants, de pain, de lait d'une chèvre quand elle avait pour les donner aux moudjahidines de la Hélène. Cette paysanne qui a fait des dizaines de kilomètres pieds nus pour porter les plis d'un bataillon à l'autre. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Et moi, je m'adresse, à travers vous, je m'adresse aux jeunes, puisque c'est aussi votre fête.
Venez fêter votre fête. Les jeunes, venez ici, venez ici. C'est une stèle magnifique, mais qui est très peu visitée. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, elle a besoin de vous. Et c'est vous qui êtes en train de la construire. Vous, parce que vous représentez la majorité de la population. Et ne nous dites pas, s'il vous plaît, ne nous dites pas que nous n'avons pas transmis le flambeau. Si, vous avez des ministres qui sont jeunes, vous avez des walis qui sont jeunes, et vous avez l'Algérie à construire. Vous avez l'Algérie à construire. Venez vous ressourcer tous les 5 juillet ici et donnez-nous un bilan de tout ce que vous êtes en train d'accomplir, vous les jeunes, et ce que vous êtes en train d'accomplir, c'est quelque chose de magnifique. Non, je reste avec vous parce que juste après, l'Algérie, au lendemain de l'indépendance, était fière de son prestige révolutionnaire et elle a engagé toutes ses forces auprès des peuples encore sous domination coloniale. Oui, tout à fait. Il faut dire que la guerre d'Algérie, comme la guerre d'Indochine, ont été des exemples. Ce sont les 2 révolutions exemplaires du siècle dernier. Et l'Algérie, après 62, avait beaucoup de prestige. Pas seulement en Afrique, hein, pas seulement essentiellement en Afrique, parce qu'il faut le dire, la plupart des pays africains ont eu leur indépendance parce que la France voulait, disons, se débarrasser du fardeau des autres colonies parce que le coût de la guerre d'Algérie, c'était déjà trop pour elle. Pas seulement, il n'y a pas eu que la colonisation française, il y a eu d'autres colonisations britanniques, d'autres pays. Mais disons que la guerre d'Algérie, juste après la guerre d'Indochine, ont permis au peuple d'obtenir leur libération, peut-être à moindre coût. Peut-être nous avons payé le plus lourd tribut. Et le fait d'avoir payé ce plus lourd tribut nous a donné une étiquette. Après 62, nous étions la ville, le pays du 1,5 million de martyrs. Un chiffre qu'on a cité très longtemps avant de dire que le 1,5 million, il fallait le multiplier peut-être par 4 ou 5 pour arriver au chiffre exact. Et la politique extérieure de l'Algérie, portée par une jeune diplomatie, portée par des jeunes qui voulaient et qui devaient reconstruire ce pays, eh bien, c'est la raison pour laquelle nous sommes naturellement mis à côté des peuples qui connaissaient encore l'oppression. Et la jeunesse, d'une façon générale, que ce soit à l'époque, la jeunesse du Front de Libération Nationale, l'UNEA, tous ces jeunes-là ont entrepris un travail magnifique auprès de tous les continents. Et sur le plan interne, il y avait donc la bataille de l'édification sur Issa Kasmi, à commencer par l'éducation, la santé. Absolument, absolument. Je crois qu'il y a tellement de choses à dire que on risque de se perdre dans cette chose-là parce que, d'abord, rappelle-moi tout à l'heure ce sujet parce que quelques petites choses à préciser. D'abord, en parlant des jeunes, de la jeunesse, et je m'inspire de ce qu'a dit Saleha parce que c'est très important. Lorsqu'on fait le compte du nombre de martyrs de la dernière bataille, je l'appelle exprès la dernière bataille. C'est bataille, bataille, bataille. La dernière, c'est 54-62. Tous les 1,5 million de martyrs, la moyenne d'âge se situe entre 18 et 24. 18 ans, 24 ans. J'ai des chiffres
qui sont comparés. Bon. Ces jeunes-là, moi je revois des images que j'ai vues durant la Révolution. Parce qu'il ne suffit pas de dire Allah yarham shuhada. Allah yarham shuhada, et puis je ferme les yeux, je passe. Lorsqu'on revoit l'image du shahid qui meurt, qui rend son dernier souffle, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il a des parents, il les a laissés. Il a une femme et des enfants, il les a laissés. Il a des biens. Il a peut-être un bien-être. Mais lorsqu'il meurt, sa dernière parole, il tient son compagnon d'armes qui est là devant lui, vivant. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas Tallah li fi waldiya, Tallah li fi zawjti, fi wladi, قول Tallah li fi al-Jazair. C'est un message fort qui s'adresse, comme disait Saliha, aux jeunes d'aujourd'hui. Deuxièmement, Abdelrahman a parlé de la déportation. Tout à l'heure, dans la voiture, disons, à mon sens, l'un des crimes les plus abominables, les plus infâmes commis par le colonialisme français, je pense, est celui de la déportation. Ils sont arrivés jusqu'à inventer une terminologie spéciale. Ils ont appelé déportation, mais faut transportation. C'est que transportation, on transporte des animaux. Donc ils les ont transportés. C'est 30 000 Algériens combattants nationalistes qui ont résisté et ils les ont envoyés à 20 000 kilomètres en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, à Cayenne. C'est 30 000 personnes. 150 jours de trajet par le cap de Bonne-Espérance et partout. Deuxième point que je voulais, si tu permets, que je précise, on parle, ce 5 juillet, moi, il me rappelle, et il nous rappelle à tous, le général de Gaulle. Ah, le général de Gaulle. Mais en parlant du général de Gaulle, moi, en tant que Moudjahid, je le dis, de nombreux Algériens, peut-être innocemment, disent le général de Gaulle nous a offert l'indépendance sur un plateau comme ça d'argent. Je le dis comme ça, parce qu'il me fait mal, parce qu'il me blesse. Lorsqu'on voit tous ces millions de martyrs, et on dit que, mais le général de Gaulle, n'oublions pas, et ce 5 juillet nous le rappelle, c'est quoi? La révolution algérienne. La révolution algérienne a été la cause de la 4e République. Prête-moi le mot qu'il faut pour dire La chute de la 4e. La chute. De la chute, voilà, bravo. La chute de la 4e République, c'est la révolution algérienne. C'est les combattants, c'est les hommes et les femmes qui ont fait les montagnes, la chute de la 4e République. 59, 60, 61, la révolution algérienne a failli provoquer la chute de la 5e République, fondée, dirigée par le général de Gaulle lui-même. Lorsqu'il a vu que le Trésor français dépensait 3 milliards par jour pour soutenir cette féroce guerre, je dirais, le général de Gaulle, c'est pas parce qu'il aimait le peuple algérien qu'il appelait de misérables analphabètes
c'est parce qu'il voulait préserver la dignité de la France, parce que c'était un nationaliste. Je lirai, si vous permettez, Saad Dahlab. Saad Dahlab, l'un des négociateurs, des fins négociateurs d'Évian, quelques lignes, Saad Dahlab, dans son livre pour l'indépendance de l'Algérie, Mission accomplie, qui est apparu en 90, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la première raison de la force de la révolution algérienne et du FLN est que la résistance algérienne à l'occupation coloniale. Pourquoi je le lis? Vous allez le voir tout à l'heure. À la colonisation, l'occupation coloniale française n'a jamais cessé. La résistance n'a jamais cessé. Depuis le premier coup de feu ennemi de Sidi Fraj, donc il cite Sidi Fraj, nous sommes à Sidi Fraj, le 14 juin 1830, jusqu'au cessez-le-feu le 19 mars 1962. Il dit que la force de la révolution algérienne, c'est parce que la résistance a été ininterrompue pendant toute cette longue date. Voilà, je crois que... et ensuite... nous allons revenir à l'édification donc nationale. À l'édification, je vais dire... Nous allons y revenir. Donc, je donne la parole à Fouad. Il a soulevé le problème des archives. Des archives, oui. Qui est un problème très très important, parce qu'il est question également de l'écriture de l'histoire, de la réappropriation de la mémoire et des mémoires, Fouad. Oui, bien sûr, l'écriture de l'histoire d'abord et de la mémoire. Mais il y a un problème qui va se poser, c'est l'évolution d'un côté, l'évolution de la position française, et de l'autre, au contraire, le principe fondamental sur lequel s'appuie la position algérienne, notre position. C'est le retour des documents, des originaux en Algérie. Et ils retournent là où ils étaient. La position française, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle commence par dire on va les envoyer en France pour les microfilmer, sous-entendu pour que l'OAS ne les détruise pas. Oui, bon. Et quand vous les aurez microfilmés, on vous les rend. Parce qu'attention, il n'était pas question de les garder. Les archivistes français qui étaient en Algérie, à part un, Pierre Boyer, les autres n'étaient pas du tout d'accord avec le transfert des archives. Ils n'étaient pas d'accord et on leur a dit on n'est pas là pour discuter du bien fondé du transfert, mais de ses modalités. Vous n'avez pas à discuter du bien fondé ou pas de ce transfert. Vous allez vous mettre à notre service et on va les envoyer en France. Ça se passe ça en mars 1961. Alors la France, elle est en pleine ébullition avec par la suite l'affaire du putsch des généraux dont parlait Rasmi tout à l'heure. Et ils vont commencer dès pratiquement avril 61 à faire les paquets et à les transférer par voie aérienne et par voie maritime. Les transférer. Alors, ils vont les transférer où? Puisqu'il n'y a rien encore à Aix. Ben, là où on peut. Là où on peut. Ensuite, ils vont créer le dépôt d'Aix et ils vont ramener les archives soi-disant de toutes les colonies. Bon. Ils nous disent, et donc nous on demande toujours le retour de ces archives. Ils nous disent, c'est-à-dire non, ils appartiennent à la France, ils n'appartiennent pas à l'Algérie. Et pourquoi? Parce que c'est l'administration française de l'Algérie qui les a créés. Oui, mais elle ne les a pas créés n'importe comment, ni n'importe où. Ça a une relation immédiate avec l'Algérie. C'est des documents qui sont nés ici parce que, effectivement, vous étiez là. Mais contrairement à ce que vous dites, vous avez pris les documents.
à commencer, comme on a signalé tout à l'heure, les documents d'Ehbous. À commencer par les documents d'Ehbous. Ils ont pris les documents, les archives de la période algéro-ottomane, de l'État d'Alger, hein, que Giscard d'Estaing, dans sa grandeur, va ramener quelques-uns. Hein. Mais en 2002, je crois, non, avant, il disait, nous avons tout rendu, toutes les archives ottomanes. Et puis un jour, ça se passe à New York, le directeur des archives nationales, le directeur général des archives nationales, il apprend qu'en fait, non, il y a encore des archives de la période ottomane qu'il faut aller chercher. En fait, ils étaient en train de microfilmer. Donc, or là, ils ne peuvent pas dire que c'est des archives françaises. Maintenant, où on va? Eh bien, la situation va se compliquer puisqu'ils vont les faire rentrer dans le domaine, domaine patrimonial français. C'est le statut de tout document qui entre dans un musée. Ça devient un patrimoine français, on ne vous les rend pas. C'est 13 km. Oui, C'est 13 km oui. et demi. Non, en fait, À Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il y a 7 km d'Algérie et les 4 autres, ou les 5 ou 6 autres, ça vient des autres colonies. Alors on nous dit, oui, mais regardez, les Tunisiens, ils ont accepté des microfilms. Oui, mais c'est les microfilms du résident, pas de l'État tunisien. Vous pouvez les acheter. Oui, on peut acheter. Bon, maintenant, on nous a sorti la numérisation. C'est la panacée. Ça y est, c'est pas la peine. Pourquoi vous voulez les originaux? Puisque on va vous les donner sous forme numérique. Oui, mais sous forme numérique, vous n'avez qu'à les mettre sur Internet. Pourquoi vous nous les donnez à nous? On vous les met sous forme sur Internet et tout le monde peut avoir accès. Mais qui va choisir les documents à numériser? Quand ça va commencer? Qui va payer? Abdelrahman Khalifa, justement, quelle est la valeur réelle d'une archive authentique? Toutes les archives sont authentiques. Il n'y a pas de faux dans les archives. Vous savez, quand il y a eu l'occupation de Constantine en 1837, ils ont amené des chariots et des chariots de manuscrits vers Alger. Et on disait à l'époque, donc c'est des rapports de militaires qui disaient que celui qui n'avait pas volé un bijou ou un objet précieux avait pris un Coran, parce que tout ce qui était écrit en arabe était considéré comme un Coran. Cela veut dire qu'il y avait, il y a à la Bibliothèque nationale d'Alger, des manuscrits qui ont été amenés de Constantine. Mais ces manuscrits-là, il y en avait partout, dans toutes les villes d'Algérie, et il y a eu même des manuscrits qui ont été pris bien après l'indépendance, qui ont été achetés dans la région de Khenadsa, du Touat, de Tamentit, Timimoun, etc. Il y a des gens qui achetaient des manuscrits parce qu'ils ne connaissaient pas la valeur. Et donc, Berbrugé a été donc celui qui a transféré disons, les manuscrits de Constantine vers Alger. Et il disait que beaucoup se servaient en cours de route, prenaient un manuscrit, etc. Donc, cela veut dire que... et ça, c'est la personnalité de l'Algérien, parce que c'est son histoire. Et à partir du moment où tu l'enlèves, il n'est rien. Et donc, c'est pour cela que nos voisins disent que nous n'avons pas d'histoire. Alors que nous, il y a des manuscrits, comme je vous le dis, qui attestent de notre présence, etc. Vous prenez par exemple la mosquée de Sidi Boumedienne à Tlemcen. Eh bien, sur
les piliers de la mosquée, vous voyez une archive qui est écrite donc, sur de la pierre. Cette mosquée a tant d'oliviers, 3 bains, 10 boîtes, disons, 10 épiceries, etc. Pourquoi? Parce que la mosquée était une institution. Il fallait payer le mu'adhan, il fallait payer l'imam, il fallait payer ceux qui balayaient. Et il fallait illuminer la mosquée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc, le soir, il fallait allumer les lampes, etc. Vous voyez. Donc, tout cela a été rasé, effacé. Nous avions un héritage très important. La preuve, c'est que au 1er siècle, avant l'ère chrétienne, la bibliothèque de Yemsal a été brûlée. Donc ça veut dire que nous avions des écrits, vous voyez. Et ça, c'est parce que on a essayé de nous diminuer. On dit hispano-mauresque, alors on doit dire moro-hispanique ou ibérique. Vous voyez, c'est pas l'inverse. On dit ibéro-mauricien alors qu'on dit moro-ibérique. On dit pas, on dit hispano-mauresque alors que c'est moro-hispanique. Vous voyez, parce que c'est né chez nous. Les Almoravides et les Almohades étaient ici avant d'être là-bas. Vous comprenez? Donc c'est tout cela qu'il faut rétablir pour retrouver encore une histoire qui soit plus proche de la vérité. Un petit détail quand même. Il faut être. Dans le monde, je vais dire arabe, le Maghreb, c'est peut-être l'Ifriqiya, c'est aussi le Maghreb Central. C'est le Maghreb extrême et c'est l'Andalousie. Mais la construction de notre histoire durant la période coloniale, c'est qu'on va détacher l'histoire de l'Andalousie, on va en faire une histoire espagnole. Ce qui va créer d'ailleurs beaucoup de débats en Espagne. Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne, mais enfin le problème n'est pas là. Qu'ils aient envahi ou c'est pas. Donc c'est tout ce monde-là. C'est tout ce monde-là sur lequel il faut prendre. Bon. Maintenant, les manuscrits, on les considère pas. Enfin, il y a un problème avec les manuscrits. Les manuscrits sont des livres, des livres manuscrits. Mais le mot manuscrit concerne aussi les pièces. C'est une feuille écrite à la main. Ça, c'est un manuscrit aussi. Mais dans notre langage, à nous, les manuscrits, ce sont les livres. Donc, aux archives nationales, on ne considère pas les manuscrits comme étant des pièces d'archives. Par contre, les tablettes vandales qui sont dans un musée, ça, c'est une pièce d'archive. Combien il y en a? 50 ? Oui. Des petites tablettes comme ça, vandales. Ça, ce sont des archives parce que la loi dit, quel que soit le support. Les documents, ce qu'on appelle les données personnelles actuellement, et avec tout, Dieu merci, heureusement qu'on se réveille pour protéger les données personnelles, mais ce sont des archives virtuelles, numériques, mais ce sont des archives. Donc la notion d'archive est beaucoup plus large que celle qu'on utilise encore et qui était celle d'il y a une soixantaine d'années, mais pas les manuscrits. On parlait de Berbrugger. Berbrugger a pris les archives, les manuscrits de Mascara. Et puis, quand on connaît la région, pour aller de Mascara vers Oran, c'est très chahuté comme région. Et donc, tous les manuscrits sont tombés dans des ravins. Bon, et lui, il a continué son chemin. Et Berbrugger, après, va devenir le premier directeur, tu me confirmes, de la bibliothèque d'Alger. Il va jouer un rôle important après. Pacha. Voilà. Mustafa Pacha qui a été donc là. Et quand il parle des ostrakas, donc ces tablettes vandales qu'on a trouvées donc du côté de Négrine, au sud de Tébessa, on les a trouvées dans des poteries et elles sont exposées au musée des Antiquités où vous avez des ventes donc du 5e siècle, de l'époque vandale, avec des ventes d'oliviers, etc.
voyez. Donc ça, c'est très important. Les Algériens avaient mené cette révolution un peu partout, Madame. Oui, c'est évident. Ils ne l'ont pas mené seulement en France. C'était le plus visible parce que le plus grand nombre d'Algériens qui ont dû quitter le pays sont allés en France, mais il y en a eu dans les pays arabes, il y en a eu dans d'autres pays. L'Algérien a toujours senti ce lien qui le lie à son pays. Et on le voit aujourd'hui avec la diaspora qui vit vraiment tout ce que vit le pays en étant de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique. Pour revenir à notre sujet du 5 juillet, je pense que déjà, lors des premières années de l'indépendance, les Algériens, toutes couches de la population confondue, ont fait beaucoup pour relever un pays qui était pratiquement à genoux en 62. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on peut très bien les retrouver. Le budget de l'Algérie qui a été voté par la Constituante, c'était presque epsilon, il n'y avait presque plus rien. On recevait des dons, on a reçu des dons des États-Unis, de farine, de tout ce que vous voulez, donc il y avait tout à reconstruire. Et les Algériens ont fait preuve d'un élan de solidarité et d'un élan de loyauté envers le pays dont nous pouvons être fiers jusqu'à aujourd'hui. Malgré tous les problèmes qui ont été vécus par le pays entre juillet, disons, et septembre, il y a eu la première rentrée des classes le 1er octobre. C'était un exploit. Les premières années, tout de même, l'Algérie a pu scolariser donc les enfants gratuitement. Eux qui étaient privés, on avait quand même plus de 90% d'analphabètes en Algérie. Donc, et l'Algérien, à l'époque, demandait qu'on scolarise ses enfants avant qu'on lui donne le pain. Ce qui vous prouve comment cette population qui avait été sevrée d'instruction. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, au niveau des établissements scolaires, l'arabe était enseigné comme langue étrangère dans un pays qui était musulman, qui était arabe, qui avait la langue arabe avant la colonisation. Donc, il y a eu de gros progrès au niveau de la santé. Il y a eu la santé gratuite. Et même si c'est imparfait, jusqu'à présent, les Algériens bénéficient de la gratuité, donc de l'enseignement, de la santé. Et ça, c'était des demandes populaires. C'est le caractère social, donc. C'est le caractère social qui a été non seulement créé, qui a été créé et qui a été encouragé. Et malgré toutes les vicissitudes que nous avons pu connaître, qui existent jusqu'à maintenant. Et c'est maintenant le rôle de la jeunesse de perfectionner ces systèmes. Parce que, il faut le dire, la population maintenant, non seulement nous sommes passés de 9 millions à 45 millions, vous pensez, c'est quand même... C'est une performance dont nous pouvons quand même être fiers. Et pour rester dans le cadre de l'émission, qui a beaucoup parlé de mémoire, je veux dire que maintenant, il y a un outil pour que notre jeunesse puisse s'approprier davantage cette mémoire. Il y a une journée, depuis 2 ou 3 années, une journée qui est consacrée à la mémoire. Et ce n'est pas n'importe quelle journée, c'est la journée du 8 mai qui commémore les massacres du 8 mai 1945 dans l'Est algérien. On est revenu quand même sur le passé glorieux de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je crois qu'il faut non seulement enrichir,
mais vulgarisé. Si vous êtes d'accord avec moi, vulgarisé, puisque nous nous adressons à la jeunesse en cette journée de commémoration du 5 juillet 1962. Voilà, ça sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, Madame Saliha Djfel-Sassi. Je remercie également la Moujahida Girmia Feria. Je remercie le Moujahid Issa Qasmi. Je remercie l'historien et archiviste Fouad Soufi. Et je remercie Abdelrahman Khalifa, historien, archéologue et anthropologue. Je remercie notamment toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission consacrée au 5 juillet. Excellente soirée et à bientôt.